mon mari, Franklin, et moi étions ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 4. Les choses étaient solides, ou du moins c'est ce que je pensais. Nous avons connu les hauts et les bas typiques, mais rien qui ne m'ait fait penser, oh, il y a un problème ici. En réalité, pendant la majeure partie de notre relation, nous étions ce couple de collègues totalement engagés. Nous rions de blagues stupides que nous seuls comprenions, nous disputions pendant des heures sur le film à regarder, et nous avions une cadence qui fonctionnait tout simplement. J'organisais des soirées en amoureux élaborées, et Franklin me régalait de mon plat à emporter préféré après une longue journée. Cela semblait sans effort, comme si nous avions tout compris à l'amour. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a frappé comme une tonne de briques. Franklin travaillait comme directeur des ventes et j'étais dans le marketing, nous avions donc tous les deux de bons salaires. Nous venions de refinancer la maison et nous parlions de créer un fonds d'études pour notre avenir, un avenir lointain. Mais tout de même, tout se déroulait selon le plan que nous avions méticuleusement établi. Le changement s'est produit il y a environ 6 mois. Franklin venait de recevoir une grosse promotion, et même si j'étais ravi pour lui, j'ai remarqué un changement. Au début, c'était des détails mineurs, des choses que vous manqueriez probablement si vous ne faisiez pas attention. Il a commencé à emporter son téléphone partout. Et je dis bien partout. Avant cela, son téléphone restait sur la table basse pendant des heures, et il ne se souciait pas de qui le prenait. Il le laissait charger près du lit pendant qu'il préparait le café. Maintenant, le téléphone était littéralement une extension de lui-même. Même lorsqu'il n'allait qu'à la cuisine pour un verre d'eau ou qu'il passait du salon à la chambre, le téléphone était dans sa main. Un jour, j'ai fait cette blague pour détendre l'atmosphère. Quoi? Tu diriges un réseau d'espionnage secret maintenant, Franklin? Il a gloussé, peut-être un peu trop vite, et a ajouté, non, chérie. Le travail m'envoie beaucoup de mails. Beaucoup d'échanges avec l'équipe à l'étranger. D'accord, très bien. Une promotion signifiait plus de responsabilités, mais quelques jours plus tard, il a créé un mot de passe. Celui-là m'a prise au dépourvu car il n'en avait jamais utilisé auparavant. Nous avions tous les deux accès aux appareils de l'autre. Quand j'ai demandé nonchalamment pourquoi, il a répondu quelque chose de vague sur la sécurité et les pirates informatiques. Tu sais combien de données d'entreprise sensibles j'ai là-dessus maintenant, Darlene? Ça fait partie des nouvelles règles de la direction, a-t-il dit, en évitant mon regard. Je n'ai pas insisté car je ne voulais pas paraître paranoïaque, mais ça ne me semblait tout simplement pas normal. Le téléphone ressemblait à un secret. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à prendre des appels en dehors de la pièce, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas subtil non plus. Son téléphone sonnait et il disait « Oh, je prends juste ça rapidement », avant de disparaître dans la chambre ou dehors sur le porche. Le porche, dans un froid glacial. Si je demandais qui c'était, il disait simplement « Juste un collègue du travail, Darlene ». Puis j'ai remarqué une nouvelle habitude, garder son téléphone face contre la table. Un soir, je me suis penché pour lui donner la télécommande et ma main a presque effleuré son téléphone. Il l'a rapidement écarté. C'était un de ces moments fugaces, mais il m'est resté en tête. J'ai senti un œuf froid commencer à se former dans mon estomac. J'ai réalisé que je devenais une détective dans ma propre maison et cette pensée était horrifiante. Le téléphone était le premier signal. La distance était le second. Les conversations qui coulaient de source auparavant ressemblaient maintenant à un véritable supplice. Si j'évoquais des projets d'avenir, comme « Où devrions-nous aller pour notre anniversaire ?» ou « Penses-tu que nous devrions commencer à économiser pour une nouvelle voiture ?» Il hochait simplement la tête et disait « Oui, on verra », avant de changer de sujet. Tout lui semblait temporaire. Tout a commencé à ressembler à un retrait émotionnel lent et douloureux. Le retrait émotionnel était déjà assez grave, mais c'est un mercredi anodin que les choses se sont vraiment mises en place. Franklin m'a informé qu'il voyait un ami pour un café après le travail. Ça ne semblait pas étrange. Il le fait de temps en temps. Il se trouve que je faisais des courses dans le même quartier. Je devais récupérer du papier spécial pour la présentation d'un client, alors je me suis dit pourquoi ne pas lui faire la surprise. Ce serait mignon. Peut-être que ça briserait la glace sous laquelle nous vivions. Cependant, quand je suis arrivé, il n'était pas avec son ami. Il se tenait à l'extérieur du café, faisant les 100 pas, son téléphone collé à l'oreille. Je suis resté dans ma voiture car quelque chose dans sa façon de parler semblait sérieux,
presque conspirateur. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais j'étais assez proche et j'ai surpris des phrases comme « Elle dit que c'est presque prêt et qu'on va bientôt repartir à zéro ». Mon estomac s'est noué. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais ça ne ressemblait pas à un conflit de travail ou d'amitié. Ça semblait plus grand, comme quelque chose qu'il avait méticuleusement planifié, un projet de vie entier. Quand il est rentré plus tard dans la soirée, je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous au café, en essayant de garder un ton désinvolte. Il m'a raconté toute une histoire sur son ami qui se plaignait de sa petite amie. Typique, n'est-ce pas, des drames, a-t-il terminé avec un faux rire. Je l'ai juste regardé un instant, observant ses yeux fuir. Mais ensuite, il a changé de sujet, et c'était le vrai signe. Il a abordé nos finances. Écoute, Darlene, a-t-il commencé. Je pense juste que nous devrions tout avoir au même endroit, tu sais, comme toutes nos informations de compte, mots de passe, documents de succession, ce genre de choses, juste en cas d'urgence. Je ne savais pas quoi dire. C'était quelque chose dont nous n'avions jamais discuté auparavant, et le moment semblait bizarre compte tenu de tout ce que j'avais remarqué. Quel genre d'urgence, Franklin, ai-je demandé, en essayant de garder mon ton désinvolte. Il a de nouveau haussé les épaules, évitant mon regard. C'est juste intelligent, non? Et si quelque chose arrivait à l'un de nous? Ou si nous devions prendre une grande décision financière rapidement? Son argument avait du sens en surface, mais quelque chose dans la façon dont il l'a exprimé m'a rendu nerveuse. C'était trop répété et poli, comme s'il avait attendu le bon moment pour en parler. J'ai hoché la tête et murmuré quelque chose comme « Oui, je suppose que c'est une bonne idée », mais à l'intérieur, les alarmes sonnaient. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous soucions-nous soudainement d'organiser notre succession et nos finances alors que nous les avions toujours gardées séparées et souples? Cette nuit-là, mon esprit n'arrêtait pas de revivre ces paroles, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Était-ce juste un comportement d'adulte typique? Et est-ce que j'en faisais trop? Mais ensuite, je me suis souvenu des appels téléphoniques, de la conversation que j'avais surprise au café, et de sa distance récente. Tout a commencé à s'additionner et je n'aimais pas l'image que cela peignait. Quelques jours plus tard, il en a reparlé. Nous étions dans la cuisine. Je préparais le dîner et il regardait son téléphone quand il a fait la remarque « As-tu réfléchi davantage à l'organisation des affaires bancaires? Jean, sais-tu où se trouvent tous les détails des comptes ?» J'ai posé le couteau et je me suis tourné pour lui faire face. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, en essayant de garder mon ton léger mais ferme. Tu parles beaucoup des finances ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose dont nous devons parler? Il a finalement levé les yeux de son téléphone, surpris que je l'ai pressé à ce sujet. Non, rien ne va mal, a-t-il répondu à la hâte, ce qui m'a fait rire intérieurement. Je pense juste que c'est important, c'est tout, tu sais, pour les urgences. Sa réponse semblait ambiguë, trop vague. J'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber, mais la façon dont il a évité de donner une réponse directe m'a rendu encore plus méfiante. Cela ne ressemblait plus à une suggestion désinvolte. J'avais l'impression qu'il cachait quelque chose, mais je n'avais aucune idée de quoi. Alors, le lendemain, pendant qu'il était au travail, j'ai décidé de jeter un œil à nos finances. J'ai ouvert notre compte joint en ligne et j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Au cours du dernier mois, quelques petits mouvements avaient eu lieu. Rien de gros, mais de petites sommes, $1500, $800, $1200 qui ne semblaient pas avoir de but clair. Ils n'étaient pas destinés aux factures, à l'épicerie ou à quoi que ce soit de similaire. Les descriptions étaient vagues, transferts, divers. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais il semblait qu'il avait systématiquement retiré de l'argent du compte pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. J'ai envisagé de l'affronter, mais quelque chose m'a dit d'attendre. Si je me trompais, j'aurais l'air ridicule, et si j'avais raison, je devais être prudente. Cela me rongeait. Alors, j'ai contacté quelqu'un de confiance, un vieil ami de l'université qui est aussi avocat, Lial. Je lui ai raconté ce que j'avais découvert en essayant de ne pas ressembler à une théoricienne du complot. Écoute, Darlene, a remarqué Lial après que j'ai tout expliqué. Je ne dis pas qu'il se passe absolument quelque chose, mais tu n'es pas folle de vouloir te préparer. Si tu t'inquiètes de protéger tes actifs, en particulier la maison, c'est le moment de le faire. Mieux vaut prévenir que guérir.
Il m'a expliqué ce que je pouvais faire, des procédures simples pour m'assurer que mes finances seraient protégées si quelque chose arrivait. Il s'est concentré sur le concept d'une fiducie irrévocable. C'était un grand mot, mais le concept était simple. Déplacer les actifs dans une entité juridique distincte afin qu'ils ne puissent pas être touchés par la procédure de divorce une fois qu'elle commencerait. J'avoue que prendre une mesure aussi drastique me semblait inhabituel. C'était comme si je me préparais à quelque chose de terrible, même si je n'étais pas sûr de ce qui n'allait pas. Mais plus j'y pensais, plus cela avait de sens s'il préparait vraiment quelque chose, et je commençais à soupçonner que c'était le cas. Je devais me défendre. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Cependant, il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'actifs. Il s'agissait de la vie que nous avions créée ensemble. Je n'arrêtais pas de revoir des images dans ma tête, le jour de notre mariage, les conversations nocturnes sur nos rêves, et les petites blagues étranges que nous partagions. Comment en étions-nous arrivés là? Était-ce à cela que notre mariage s'était réduit? La perspective de prendre ces mesures ressemblait à une concession de défaite, comme si j'abandonnais officiellement la confiance que nous partagions autrefois. Ce soir-là, pendant que Franklin était à la salle de sport, je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti mon ordinateur portable. Ma main tremblait alors que j'ouvrais l'ordinateur et commençais à parcourir tout, les comptes bancaires, les comptes d'investissement et l'acte de propriété. Chaque papier que j'étudiais ressemblait à une trahison, mais une voix persistante dans ma tête me rappelait qu'il s'agissait de survie, pas de sabotage. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne pouvais pas me défaire de l'idée que si je n'agissais pas maintenant, je le regretterais plus tard. J'ai compilé une liste de tout ce que je pouvais transférer et comment le faire sans éveiller les soupçons. Je devais agir rapidement avant qu'il ne reçoive le prochain gros dépôt de sa prime de promotion. J'ai ensuite appelé ma mère, Vera. Maman, j'ai besoin que tu gardes certaines choses pour moi pendant un moment. Ce n'est rien de grave, juste quelque chose que je dois faire pour me protéger, au cas où. Elle est restée silencieuse une minute, essayant probablement de comprendre ce que je ne disais pas. Tu vas bien, ma chérie? Sa voix était remplie d'anxiété. Oui, ai-je menti? C'est juste une précaution. Rien d'inquiétant. C'est une affaire juridique compliquée, maman. Liée à un vieil héritage. Elle n'a pas insisté, mais j'ai pu entendre la pause dans sa voix quand elle a répondu. Bien sûr, Darlene. Tout ce dont tu as besoin. J'ai raccroché avec un étrange mélange de soulagement et de honte. Je détestais l'impliquer dans ce gâchis, mais savoir que ma mère me soutenait apportait une certaine stabilité dans un environnement autrement chaotique. La logistique du transfert était compliquée, conçue pour ressembler à une simple restructuration à des fins fiscales, mais Lial avait clairement exposé les étapes. Je devais exécuter cela parfaitement. J'ai commencé par les actifs liquides, l'argent de notre compte d'épargne joint qui n'était pas immédiatement nécessaire pour les factures. Je l'ai d'abord déplacé vers un nouveau compte séparé à mon nom, sous prétexte de créer le nouveau compte automatisé du fonds d'études dont nous avions discuté, puis immédiatement dans la fiducie. J'ai fait attention à ne pas vider le compte joint. J'ai laissé assez pour 2 mois d'hypothèque et de charges, juste pour sauver les apparences. Les comptes d'investissement étaient plus délicats. Ils nécessitaient plus de paperasse et plusieurs signatures. Lial avait préparé un accord de restructuration que je devais présenter à Franklin, prétendant que c'était un modèle standard de mon entreprise concernant la gestion des actifs des cadres. Le lendemain matin, j'ai abordé Franklin à la table de la cuisine. Il savourait son café, absorbé par un article de presse financière. « Chérie, ai-je commencé en essayant de garder ma voix égale. Peux-tu signer ça? Ce sont juste des papiers que mon entreprise m'a demandé de régler pour la saison des impôts. Des trucs standards pour notre niveau. Apparemment, il faut juste les 2 signatures à cause de la déclaration de revenus conjointe. » Il a jeté un œil au papier, qui était mélangé à de vrais documents fiscaux. « Oh, bien sûr, Darlene. Ça a l'air d'être un tas de jargon juridique, a-t-il dit, en le lisant à peine. Il a rapidement apposé son nom sur les lignes désignées et me les a rendues. Cette signature concernait le transfert des comptes d'investissement dans la fiducie. Ce n'était pas un mensonge, juste une omission de la vérité soigneusement orchestrée. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou en le regardant signer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis dit que je protégeais simplement notre avenir commun de sa décision égoïste et unilatérale. L'acte de propriété de la maison était la dernière étape.
Lee a rédigé les papiers pour le transfert dans la fiducie irrévocable au nom de Vera. Cela s'est fait en dehors du domicile, au bureau de Lee, avec ma mère présente. Darlene, es-tu sûre de ça, a demandé ma mère Vera, sa main posée sur la mienne. C'est une étape majeure. C'est la maison. Je dois le faire, maman, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Il prépare quelque chose. Je le sens. S'il demande le divorce et que la maison est toujours en propriété conjointe, j'en perds la moitié. Sans poser de questions. De cette façon, elle est en sécurité. C'est un héritage protégé pour moi. Vera a hoché la tête, son expression sombre. D'accord, alors. Ton père serait fier de toi d'être si intelligente. Au moment où Franklin est rentré ce soir-là, la majorité de mes actifs, notre argent liquide, nos investissements et même la valeur nette de la maison étaient légalement au nom de ma mère, scellés dans une fiducie incontestée. Il n'a rien remarqué. Il est entré, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé si je voulais regarder un film. Il semblait aller bien, mais à l'intérieur, j'étais en vrac. Une partie de moi se sentait mal, comme si j'avais trahi sa confiance. Mais une autre partie de moi se sentait soulagée, comme si je reprenais enfin le contrôle d'une situation qui m'avait échappé. Je jouais en défense contre la personne que je pensais qui me soutiendrait toujours. J'ai gardé une petite somme sur notre compte joint pour maintenir les apparences, mais le reste était verrouillé. Le jeu de l'attente a commencé. Au cours des 3 jours suivants, j'ai essayé de maintenir une routine normale. Je ne voulais pas lui faire savoir que quelque chose avait changé. Franklin semblait satisfait, voire inhabituellement joyeux par moments. Il était détendu. Il a proposé de préparer le dîner 2 fois. Il a même suggéré une escapade le week-end. Cependant, plutôt que de me rassurer, cela a accru ma suspicion. S'il complotait quelque chose, il le cachait très bien. Mais il a commis une erreur cruciale. Il n'a plus jamais abordé les finances. Pas même après que je l'ai questionné la dernière fois. C'était comme si le sujet s'était évaporé de sa mémoire. Au début, j'ai cru que j'avais surréagi et qu'il avait laissé tomber le sujet car ce n'était pas pertinent. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais qu'il l'évitait, presque comme s'il avait peur de le mentionner à nouveau après que je l'ai pressé. Je l'ai aussi surpris à me fixer plusieurs fois. Ce n'était pas un regard amoureux, c'était un regard d'évaluation, comme s'il évaluait mon humeur ou se demandait s'il devait dire quelque chose. Chaque fois que je le remarquais, il reportait rapidement son attention sur ce qu'il faisait, son téléphone, la télé, un livre. C'était subtil, mais c'était présent. J'avais l'impression qu'il attendait que j'aborde le sujet, comme s'il ne voulait pas insister à nouveau. Le silence ne faisait que me rendre plus anxieuse. Ce n'était pas son genre de laisser tomber quelque chose qu'il considérait comme essentiel. Et la façon dont il l'évitait soudainement semblait délibérée. S'il tâtait le terrain, il n'allait pas plus loin. S'il attendait quelque chose, je n'allais pas lui donner le feu vert. Quel que soit son prochain mouvement, je savais que je devais avoir une longueur d'avance. Quelque chose se préparait, mais je ne savais ni quand ni comment. Tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer. Cette nuit-là, je me suis assuré que tout était solide. J'ai revu les papiers, vérifiant chaque aspect des transferts d'actifs. La maison, les économies, les investissements, tout était maintenant légalement au nom de Vera. J'ai même appelé pour confirmer qu'elle avait tous les papiers nécessaires. 2 semaines s'étaient écoulées et tout semblait normal. Trop normal. Franchement, Franklin se montrait plus affectueux, commençant même à parler de sujets sans rapport comme le travail ou ce que nous devrions manger le soir. Cela m'a déstabilisé car il avait été distant pendant des mois et évité toute conversation autre que superficielle. Une partie de moi a commencé à se demander si j'avais surréagi depuis le début. Peut-être que son comportement étrange n'était que du stress ou quelque chose que je ne comprenais pas. Mais un vendredi soir, 2 semaines et un jour après que la maison ait été légalement protégée, il m'a fait asseoir sur le canapé, a éteint la télévision et a dit « Darlene, il faut qu'on parle ». Mon estomac s'est noué. Je savais ce qu'il allait dire avant même qu'il ne le dise. « Je pense que nous devrions divorcer », a-t-il répondu, sa voix si calme qu'elle semblait préparée. Ce n'était ni furieux ni émotif. C'était simplement glacial, comme s'il m'avait annoncé que nous n'avions plus de lait. Je l'ai regardé, incertaine de la façon de répondre. En expliquant son raisonnement,
il a mentionné avoir besoin d'espace, vouloir se retrouver, et avoir l'impression d'avoir perdu son identité dans le mariage. Des phrases de rupture standard qui n'expliquaient pas vraiment grand-chose. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a sonné différemment. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour toi au fil des ans, et je ne pense pas que tu les apprécies vraiment. Je mérite mieux. Cette dernière partie m'a stupéfié. Ce n'était pas seulement qu'il voulait partir. C'était qu'il le présentait comme si je lui devais quelque chose. Que tout était de ma faute et qu'il ne faisait que réclamer ce qui lui revenait de droit. Je suis restée assise, essayant de comprendre ce qu'il disait. Une nouvelle question s'est posée. Pourquoi maintenant? Puis il m'a donné la dernière pièce du puzzle. Un ami m'a aidé à voir les choses plus clairement, a-t-il poursuivi, sans me regarder. Un ami? Je suis resté immobile, le laissant parler, mais mon esprit tournait à plein régime. Qui est cet ami? Pourquoi était-il si impliqué dans mon mariage? La façon dont il l'a dit n'était pas désinvolte. On aurait dit que quelqu'un l'avait remonté, le convainquant que me quitter n'était pas simplement un choix, mais une stratégie qu'il devait mettre en œuvre. Et puis il parlait de comment il méritait mieux à cause de ses sacrifices, plus je devenais sceptique. Des sacrifices? Quel genre de sacrifices? J'ai travaillé dur pour lui offrir la vie qu'il désirait. Et il ne s'agissait pas seulement d'argent. Quand il a demandé à déménager plus près de son travail après sa promotion, j'ai accepté, même si cela signifiait un trajet plus long pour moi. Quand il a voulu assister à cette coûteuse retraite de leadership l'année dernière, j'ai veillé à ce que nous le budgétisions, renonçant même à des vacances que j'attendais avec impatience pour qu'il puisse y aller. Je l'ai soutenu quand il a changé de carrière 2 fois, lui disant que c'était bien de prendre le risque parce que je le voulais heureux. Je me souvenais des anniversaires et des choses anodines qu'il avait mentionnées aimer. Je l'ai écouté se plaindre de son travail, de ses amis et de sa famille. Je n'ai pas toujours tout fait bien, mais j'ai essayé. C'est pourquoi sa phrase « je mérite mieux » m'a tant blessé, mais je n'y ai pas cru. Il n'était pas contrarié à cause de quelque chose que j'avais fait ou non. Il était contrarié parce que quelque chose avait changé en lui. Peut-être que c'était l'ami qu'il ne cessait de mentionner ou autre chose. Mais l'homme assis en face de moi n'était pas l'homme que j'avais épousé, et je n'allais pas le laisser réécrire l'histoire de notre mariage pour l'adapter à son nouveau récit. Je ne l'ai pas pressé sur le moment. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête et j'ai dit quelque chose d'anodin, comme « Si c'est ce que tu ressens, Franklin, je suppose que nous devrions déterminer les prochaines étapes. » Il a semblé surpris que je ne discute pas ou que je ne le supplie pas de rester, mais je m'en fichais. Mon attention avait déjà changé. Je devais savoir qui ou quoi causait son soudain changement de comportement planifié. C'était quelque chose de plus grand et je n'allais pas me laisser surprendre plus que je ne l'avais déjà été. Après cette conversation, il est parti dans son propre appartement. Le lundi, j'ai reçu les papiers du divorce. Laissez-moi vous dire qu'il ne voulait pas seulement mettre fin à la relation. Il prévoyait de tout prendre. La moitié de la maison, mes économies, mes actifs et la voiture. Il voulait tout, plus quelques clauses ambiguës de pension alimentaire qui n'avaient guère de sens compte tenu de mon salaire élevé. C'était comme s'il s'attendait à ce que je lui donne tout ce pour quoi j'avais travaillé. Au début, j'ai supposé qu'il était simplement vengeur, mais la façon dont il a formulé ses exigences, si spécifiques et agressives, m'a rassuré sur le fait que quelqu'un le guidait à travers cela. Alors, j'ai commencé à creuser. Je ne pouvais pas simplement lui demander à qui il avait parlé. Je devais donc être intelligente. J'ai commencé par ses réseaux sociaux. Il ne m'avait pas bloqué, et même s'il ne publiait pas fréquemment, j'ai parcouru ses photos et commentaires identifiés, à la recherche de quelqu'un de nouveau. C'est là que j'ai découvert le schéma. Une femme nommée Priscilla aimait et commentait à plusieurs reprises ses publications. Rien d'obscène, mais assez pour me faire réfléchir. J'ai cliqué sur son profil, qui était public. À première vue, elle ne semblait pas être bien plus qu'une professionnelle du marketing d'une trentaine d'années qui venait de divorcer elle-même. Mais en faisant défiler son fil d'actualité, j'ai repéré quelque chose d'inhabituel. Elle a posté une photo au même café où je l'avais vue des semaines auparavant, le jour même où je l'avais entendu discuter de repartir à zéro. Mon estomac s'est retourné. J'ai continué à faire défiler. D'autres signaux subtils étaient un commentaire sur l'une de ces photos qui disait « Tu vas y arriver », ainsi qu'un selfie qu'elle avait pris depuis ce qui semblait être son nouvel appartement,
une location dont il ne m'avait pas parlé. Rien de tout cela n'était une preuve substantielle, mais c'était suffisant pour éveiller ma suspicion. Je ne savais pas quoi faire de cette information, mais je savais que je ne pouvais pas rester là à attendre que les solutions viennent à moi. Sa déclaration d'un ami qui l'avait aidé à traverser les choses me restait en tête, et je voulais savoir qui c'était. J'ai décidé de contacter une de nos connaissances communes, Janice. Elle et Franklin étaient amis depuis des années, alors elle savait ce qui se passait. J'ai gardé la conversation légère au début, demandant si elle avait parlé à Franklin récemment ou si quelque chose semblait étrange. Janice a réagi rapidement, disant qu'elle n'était au courant de rien concernant l'ami ou les suggestions. Elle était excessivement sur la défensive. « Écoute, Darlene, je ne peux pas m'impliquer. C'est trop compliqué. Tu devrais lui parler. » Elle a coupé court à la conversation, sur la défensive, affirmant qu'elle ne pouvait pas m'aider. Toute la situation semblait précipitée, comme si elle essayait d'éviter de s'impliquer. Ne voulant pas abandonner, j'ai appelé un autre ami, Emily. J'ai suivi le même schéma, en disant que j'essayais simplement de donner un sens aux choses. Elle était hésitante au début, répondant vaguement à mes questions. Quand je l'ai pressée davantage, elle a rapidement mis fin à l'appel, me laissant encore plus sceptique qu'auparavant. Je suis resté là, frustré, essayant de trouver mon prochain mouvement. Mon esprit tournait à plein régime. Pourquoi mes amis étaient-ils soudainement si protecteurs envers Franklin? Puis, à ma grande surprise, Emily a rappelé environ 20 minutes plus tard. Elle m'a dit qu'elle devait s'assurer que ce qu'elle disait ne lui retomberait pas dessus. Je ne peux pas parler longtemps, Darlene. Mais écoute, a chuchoté Emily au téléphone, le bruit de la circulation en arrière-plan. Je l'ai assuré que ce ne serait pas le cas. Dis-moi juste ce qui se passe. Après une longue pause, Emily a révélé ce qu'elle savait. Apparemment, Franklin passait beaucoup de temps avec une certaine Priscilla, qu'il avait rencontrée au travail. Darlene, elle est connue pour avoir un accord de divorce très agressif, a dit Emily. Elle a coaché Franklin tout au long de son processus. Entendre ce nom a été comme une pièce de puzzle qui se mettait en place. Priscilla. Accord de divorce agressif. Coaching. Il était évident que c'était plus que son besoin d'espace ou de se retrouver. Quelqu'un d'autre était dans le tableau, dirigeant ses décisions, et j'étais impatiente de découvrir pourquoi. J'ai remercié Emily abondamment, lui assurant que son secret était en sécurité avec moi. La trahison brûlait, mais ce qui faisait le plus mal, c'était à quel point tout était prémédité. Il ne m'abandonnait pas simplement. Il me laissait sans rien, et il était accompagné par quelqu'un à chaque étape. J'avais besoin de confirmer l'affaire. J'ai choisi de l'affronter à ma manière. Ce samedi-là, je me suis rendu à l'immeuble d'appartements de luxe où il avait emménagé quelques semaines auparavant, celui qu'il prétendait être un logement d'entreprise temporaire. Je me suis garé à un pâté de maison, essayant de confirmer ce que je soupçonnais déjà. Je suis resté assise là pendant 2 heures. C'était une attente froide, mais je me sentais étrangement calme. J'attendais simplement la vérité finale, la dernière preuve qui justifierait chaque action que j'avais entreprise. Quelques heures plus tard, Franklin et Priscilla sont sortis de l'immeuble. Ils ne se tenaient pas la main, ne s'embrassaient pas ou quoi que ce soit d'ouvertement affectueux, ce qui est une erreur classique que beaucoup de tricheurs commettent. Mais la façon dont ils marchaient ensemble, proches, se penchant pour parler, riant d'une blague privée, en disait long. Ils sont montés dans sa nouvelle voiture de leasing, celle qu'il avait achetée après sa promotion, et sont partis, me laissant assise là à regarder l'endroit où ils avaient été. Je ne les ai pas suivis. Je n'en avais pas besoin. À ce stade, il était évident qu'ils n'avaient pas simplement cessé de m'aimer. Ils se préparaient à partir avec quelqu'un d'autre qui avait un intérêt clair pour mes actifs. Et maintenant, tout avait un sens. La distanciation soudaine, les questions sur l'argent, les exigences énergiques dans les papiers du divorce. Il utilisait le divorce comme un tremplin vers la vie qu'il créait avec Priscilla. Mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais prévu pour lui. Je suis rentré chez moi ce soir-là, la tête pleine de tout ce que j'avais appris. La trahison brûlait, mais la connaissance que j'avais déjà protégé mon avenir était un réconfort puissant et silencieux. La première séance de médiation a été tendue dès notre arrivée. Le visage de Franklin était crispé, sa posture dégageant une fausse confiance. Je suis arrivé avec Lial, qui avait l'air calme et professionnel, ne portant qu'un mince dossier.
L'avocat de Franklin, un homme lisse dans un costume sur mesure, est arrivé avec un classeur si épais qu'on aurait dit qu'il portait plainte contre une entreprise du Fortune 500. Il a commencé à énumérer les exigences de Franklin comme si elles étaient entièrement raisonnables. Mon client exige la liquidation immédiate du domicile conjugal avec un partage des profits à 50-50e, a commencé l'avocat, sa voix légèrement tonitruante. De plus, nous exigeons le transfert intégral de tous les comptes d'investissement détenus conjointement ainsi qu'une part importante des fonds de retraite et de succession de Madame Darlene, ainsi qu'une pension alimentaire conséquente compte tenu de l'ajustement temporaire des revenus de M. Franklin après sa promotion. Je suis resté assise là à écouter la liste absurde. Il voulait la moitié de la maison, tous mes actifs, ma voiture et une part importante de mon salaire à l'avenir. C'était une pure prise d'argent prédatrice, clairement orchestrée par Priscilla. Je suis restée silencieuse, semblant écouter, mais j'attendais que Lial passe à l'action. Franklin n'arrêtait pas de me jeter des regards, un petit sourire suffisant sur le visage, comme s'il savait qu'il m'avait acculé. Quand ce fut enfin notre tour, Lial a souri poliment et a doucement fait glisser une petite pile de documents sur la table. Pas le classeur épais, juste une simple pile. Avant de discuter de la répartition des prétendus biens matrimoniaux, je pense qu'il est important que tout le monde examine ces documents, a dit Lial, sa voix calme contrastant vivement avec la grandiloquence de l'avocat de Franklin. L'avocat de Franklin, Monsieur Slick, a pris les papiers et les a parcourus. Sa posture confiante a rapidement changé. Son front s'est plissé plus fort à chaque page qu'il tournait. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, regardant Lial, clairement agité. « Ces documents » a dit calmement Lial en se penchant en arrière dans sa chaise, montrent le transfert légal de tous les principaux biens matrimoniaux, y compris l'acte de propriété de la maison, les comptes d'investissement liquides et l'intégralité des économies personnelles de Madame Darlene. Dans une fiducie irrévocable sous la garde de sa mère, Madame Vera X, la pièce est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement des néons. Le visage de Monsieur Slick était figé. Il a regardé Franklin, confus et frustré. « Vous n'en aviez pas parlé » a-t-il déclaré d'un ton plat. Franklin lui a arraché les papiers des mains, les feuilletant, son visage devenant cramoisi. Il a regardé les signatures notariées et les dates, ses yeux parcourant le résumé juridique détaillé de Lial. « Ça ne peut pas être vrai » a-t-il dit, la confiance complètement envolée. Franklin a levé les yeux vers moi, son visage passant de l'incrédulité à une rage volcanique pure. « Tu as planifié ça » a-t-il marmonné, se penchant en avant sur sa chaise, me regardant comme si j'avais commis un crime odieux. « Tu savais que j'allais demander le divorce, et tu as monté ça pour me la faire à l'envers. » Je n'ai pas répondu. Je suis resté assise là, les mains soigneusement jointes sur mes genoux, et je l'ai laissé relier les poings par lui-même. C'était le moment le plus satisfaisant de ma vie d'adulte. Le moment où il a réalisé que son plan soigneusement construit et guidé par Priscilla avait heurté un mur de briques. Monsieur Slick, apparemment agité, a demandé à Lial de s'expliquer. Lial l'a donc fait, lentement, délibérément, et avec toutes les preuves nécessaires pour rendre les transferts irréfutables. Les transferts, a expliqué Lial, ont été effectués 3 semaines complètes avant le dépôt de cette requête. La fiducie est irrévocable, entièrement légale, et malheureusement pour Monsieur Franklin, incontestable en vertu de la loi de l'État. Madame Darlene avait plein droit de structurer ses actifs comme elle le jugeait bon à ce moment-là, car aucune action de divorce n'était en instance. Les dates coïncidaient exactement, indiquant que j'avais tout transféré bien avant qu'il ne dépose sa demande. Les signatures étaient dûment notariées, et la fiducie était solide. Il ne pouvait rien faire pour la contester. Franklin était furieux. « Tu es incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça, » a-t-il crié, crachant presque les mots à travers la table. Je n'ai toujours rien dit. Qui avait-il à dire? Il ne s'agissait pas de moi lui faisant quelque chose. Il s'agissait de me défendre parce qu'il avait clairement montré qu'il ne partirait pas tranquillement. Il avait prévu de me saigner à blanc pour financer sa vie avec Priscilla. Monsieur Slick a rapidement demandé une suspension, entraînant Franklin dans le couloir. Ils se sont blottis, parlant à voix basse et furieuse. Je pouvais voir l'influence de Priscilla s'estomper de Franklin à chaque geste frénétique qu'il faisait. Quand ils sont revenus, Monsieur Slick avait l'air vaincu. Nous devons repenser notre stratégie, a-t-il marmonné au médiateur. Tout le monde dans la pièce savait qu'il n'avait plus de coup à jouer. En sortant du bâtiment, Franklin m'a prise à part dans le couloir,
son expression un mélange de rage et de désespoir. Ce n'est pas fini, a-t-il ajouté, son ton bas et menaçant. Tu vas le regretter, Darlene. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai prononcé ma dernière phrase en réponse à l'homme avec qui je pensais passer ma vie. Je regrette déjà de t'avoir fait confiance, Franklin. C'est le seul regret que j'ai. Je me suis retourné et je suis parti. Les choses se sont accélérées plus vite que je ne l'avais prévu après la séance de médiation. Franklin est entré en mode de crise totale presque instantanément. Cela a commencé par les appels, des appels sans fin. Au début, il semblait calme, voire plein de remords, laissant des messages vocaux qui commençaient par « Darlene, je pense qu'il faut juste qu'on parle ». Ou « Je sais que ça s'est envenimé, mais on peut arranger ça ». Il a même essayé de me manipuler. On n'a pas besoin des avocats, bébé. Réglons ça entre nous. Pense à notre avenir. Quand je n'ai pas répondu, le ton a changé. Le deuxième jour, ces messages alternaient entre sanglots et cris. Un message vocal le voyait se lamenter d'avoir fait une erreur et de ne pas vouloir perdre ce que nous avions créé ensemble. Puis il se lançait dans une tirade furieuse, m'accusant d'être avare et cruel, me blâmant pour tout ce qui n'allait pas dans sa vie, même pour la progression bloquée de son grand projet de promotion. J'ai tout ignoré. Lial m'a dit de ne pas m'engager, et honnêtement, je n'en avais pas envie. J'en avais fini de jouer à ces jeux, mais lui n'en avait pas fini. Quand les appels et les SMS n'ont pas fonctionné, il a commencé à raconter des histoires à nos amis communs. Des amis m'ont informé qu'il disait aux gens que le divorce était un canular et que tout cela faisait partie d'une farce plus grande. Une blague. Une blague, Darlene ? Qui croirait ça ? M'a demandé mon amie Harriet pendant le déjeuner, secouant la tête. Les failles de son histoire sont rapidement apparues. Des amis ont commencé à poser des questions comme « Si c'était une blague, pourquoi as-tu déposé de vrais papiers légaux ?» Ou « Pourquoi engager un avocat et faire des demandes si spécifiques si ce n'était pas sérieux ?» Quand les autres n'ont pas accepté instantanément la justification du canular, il a redoublé d'efforts. Il a dit que ce n'était pas une blague, mais plutôt un test de la force de notre relation. Il a commencé à se présenter comme la victime, affirmant que ma réaction l'avait blessé et trahi, que j'étais allé trop loin et que j'avais brisé la confiance de notre mariage. Il essayait de réécrire l'histoire, de se présenter comme la victime, et moi comme la manipulatrice au cœur de pierre. Au début, certaines personnes semblaient croire ces histoires. Je recevais des emails ou des commentaires étranges de connaissances comme « Waouh, je ne savais pas que les choses étaient si difficiles pour lui » ou « Pourquoi n'as-tu pas simplement tenu le coup, Darlene ?» au lieu d'être si drastique. C'était agaçant, mais je savais que la vérité finirait par éclater. La vérité sur Priscilla et la véritable motivation derrière la prise d'argent. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une dernière preuve pour faire taire sa campagne de diffamation pour toujours. C'était la partie la plus difficile. Se sentir isolé, jugé par des gens qui n'entendaient qu'un côté de l'histoire. Je n'arrêtais pas de me répéter que j'avais la vérité et que j'avais ma mère, Vera. C'était suffisant. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous. Ainsi, je saurai que vous êtes merveilleux et que vous êtes avec moi tout au long de ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement, m'encourageant. Allez-y et commentez le chiffre 1 pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, écoutez-moi continuer mon histoire. La vérité a éclaté grâce à un ami commun. Appelons-le Herbert. Herbert et moi n'étions pas particulièrement proches, mais nous avions toujours été cordiaux. Quelques semaines après la médiation, il m'a envoyé un message inattendu, disant qu'il avait quelque chose que je devais voir. Quand nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un dîner de l'autre côté de la ville, il a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages textes entre Franklin et Priscilla. J'étais confuse au début. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je demandé, en parcourant les messages. Herbert a révélé que lui et Priscilla partageaient un ami commun qui avait entendu leur conversation. Apparemment, cette connaissance commune s'était inquiétée de la tournure des événements, surtout quand Priscilla a commencé à se vanter de la façon dont elle aidait Franklin à assurer son avenir financier, ce que tout le monde savait signifier obtenir mes actifs. Il n'a pas fallu longtemps à cet ami commun pour comprendre ce que, assurer son avenir, signifiait vraiment, essayer de me saigner à blanc. Se sentant mal de rester silencieux,
l'ami a pris des captures d'écran des textes et les a envoyés à Herbert, pensant qu'il avait une meilleure relation avec moi et qu'il pourrait m'avertir. Ce type a joué sur les deux tableaux, Darlene, a répondu Herbert en secouant la tête. Il l'a remonté pour te prendre tout ce que tu avais tout en lui faisant croire qu'il serait là pour lui après. Il planifiait une vie sur ton héritage. Herbert m'a donné les textes et a dit, je pensais que tu devais savoir. Tu ne mérites pas ça, Darlene. Les textes étaient terribles. Franklin ne se contentait pas de se plaindre à Priscilla du divorce. Il planifiait activement ses prochaines étapes avec elle, et elle le guidait à travers elle. Un message que Franklin a laissé disait, une fois le règlement finalisé, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. J'ai juste besoin qu'elle accepte les conditions. Elle est si naïve, elle ne vérifiera même pas les papiers. Priscilla a répondu, ne recule pas, fais-la se sentir coupable si tu dois le faire. Elle te le doit. Nous repartirons à zéro une fois que tu auras l'argent. Pense à ce nouvel investissement immobilier. Je suis resté là à regarder le téléphone d'Herbert, essayant de comprendre ce que je lisais. Ce n'était ni un malentendu ni une réponse émotionnelle à un mariage raté. C'était une manipulation froide et délibérée, orchestrée pour me dépouiller de mes actifs et de ma sécurité future, en particulier ma retraite. J'ai remercié Herbert et il est parti. Mes pensées fusaient. Tout avait un sens maintenant. Son isolement soudain, sa fixation sur nos finances et ses exigences dures pendant le divorce. Tout cela faisait partie d'un plan, qu'il avait développé avec Priscilla en coulisses. Les textes ont rapidement circulé parmi nos amis communs. Herbert les a partagés avec quelques amis et ils se sont rapidement propagés. Son histoire a soudainement cessé d'être crédible. Le changement a été presque immédiat. Les personnes qui avaient précédemment défendu Franklin ou étaient restées neutres l'ont soudainement reconnu pour ce qu'il était vraiment. Même ses plus proches alliés ont commencé à prendre leur distance. Au moment où le divorce a été finalisé, il ne lui restait que ses affaires personnelles. Son avocat a discrètement retiré sa plainte après avoir reconnu qu'il n'y avait aucune base légale sur laquelle s'appuyer. Toutes ses demandes audacieuses s'étaient effondrées sous le poids des documents que Lial avait produits, et la fiducie établie avec ma mère, Vera, était inébranlable. Priscilla a semblé disparaître dès que les choses ont commencé à se dégrader. Je ne serais pas surpris si elle l'a utilisé autant qu'il m'a utilisé. D'après ce que j'ai pu comprendre, elle l'avait nourri de fantasmes d'indépendance et d'un nouveau départ. Mais dès qu'il est devenu évident qu'il ne partirait avec rien, elle était partie. La promotion et le salaire ne signifiaient rien sans mes actifs. Sans Priscilla dans son coin, la confiance de Franklin s'est effondrée. Les appels et les SMS ont continué, mais ils sont devenus de plus en plus désespérés. Il ne m'accusait plus. Il suppliait. Peut-on juste parler, s'il te plaît? Je ferai n'importe quoi pour arranger ça, disait un message vocal. Un autre avis. Tu n'as pas à me pardonner, mais ne pouvons-nous pas simplement régler ça et passer à autre chose? J'abandonnerai tout si tu me parles. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Il était trop tard pour réparer les dégâts. Même sa famille a commencé à s'éloigner. Sa sœur m'a contacté une fois pour s'excuser de certaines choses qu'elle avait dites auparavant, quand elle croyait sa version de l'histoire. Je ne savais pas ce qu'il te faisait, Darlene. Je suis désolé d'avoir jamais cru sa parole, a-t-elle dit. Quant à moi, j'ai reçu la maison, mes économies, et quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, la tranquillité d'esprit. Ma mère, Vera, comme d'habitude, a été mon roc. Elle est arrivée avec des seaux de peinture et une liste de suggestions pour m'aider à me réapproprier l'espace. Nous avons repeint le salon et transformé l'ancien bureau de Franklin en une belle nouvelle salle de lecture. Nous avons créé ce fonds d'études à mon nom, comme je l'avais prévu. Maintenant, j'ai l'impression que la vie m'appartient à nouveau. Plus besoin de remettre en question chaque petite interaction. Plus de sentiments de trahison, juste la paix. Franklin est un chapitre de mon histoire que je ne lis plus. Et le reste de l'histoire, c'est à moi de l'écrire. Merci. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et appuyer sur la cloche de notification pour rester informé des histoires de la vie réelle plus choquantes qui se passent autour de vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi si vous avez déjà eu à utiliser une astuce juridique intelligente pour vous protéger. Et ainsi, cette histoire nous rappelle la force profonde qui réside en nous lorsque nous choisissons de nous défendre,
même face à la trahison et à l'incertitude. C'est un témoignage du pouvoir de l'estime de soi et de l'importance de faire confiance à nos instincts. La vie nous présente souvent des défis qui testent non seulement notre résilience, mais aussi notre capacité à protéger ce qui compte vraiment, notre paix, nos valeurs et notre avenir. À travers ce voyage, nous voyons comment le courage et la préparation peuvent transformer un moment de vulnérabilité en un moment d'autonomisation. Il ne s'agit pas de vengeance ou d'amertume, mais de reprendre le contrôle de sa vie et de refuser de laisser les autres dicter son récit. C'est une histoire de force tranquille, de trouver la clarté au milieu du chaos, et de choisir de se prioriser lorsque le monde semble conspirer contre vous. Et vous? Avez-vous déjà été confronté à un moment où vous avez dû prendre des mesures audacieuses pour protéger votre paix ou votre avenir? Partagez vos réflexions ci-dessous ou commentez simplement « Bien » si cette histoire vous a inspiré à vous valoriser un peu plus aujourd'hui. Continuons à apprendre et à grandir ensemble.